Rebonjour à tous. Pendant que certains d'entre vous finissent de s'installer, nous allons commencer cette troisième table ronde. Je voulais au préalable donc remercier à nouveau la Cinémathèque de nous accueillir, remercier nos partenaires, donc le Syndicat national de l'édition, la librairie Fleury Frères, la DRAC Occitanie et la région Occitanie, qui sont donc les deux fondateurs d'Occitanie Livre et Lecture, et l'ensemble des équipes du SNE, Tiffaine en particulier, de Occitanie Livre et Lecture, Eunice Charras et Céline Guelton-Thomasé, mais aussi à la communication, à la coordination de la formation, d'autres salariés qui ont œuvré au bon déroulement de cette journée, et puis bien sûr toute l'équipe de la Cinémathèque qui veille sur nous et sur le bon déroulement de toute cette journée. Installez-vous. On sait que voilà, la table ronde de 14 heures est la plus redoutable du point de vue de l'endormissement lié à la digestion, au retard des uns et des autres, puisque le déjeuner dominical est plus ou moins rapide dans le quartier. Donc bon, voilà. Ravi en tout cas d'animer cette table ronde. Donc, j'ai autour de moi des gens passionnants et passionnés. Alors, je commence par les deux auteurs, donc Jean-Christophe Tixier, auteur de romans policiers, de nombreuses œuvres sur la jeunesse. Vous n'en avez ici qu'un petit échantillon, on va en parler tout à l'heure. Vous connaissez certainement sa trilogie Les Initiés, la série Bienvenue aux 50, quelques titres comme Le plus gourmand des éléphants, Demain il sera trop tard chez Rajou. Celui-ci, donc 10 minutes à perdre. Non, c'est 10 minutes trop tard, pardon, chez Syros. Alors, 10 minutes, il a beaucoup de titres avec le temps, Jean-Christophe. 10 minutes à perdre, donc 17, une grosse névrose avec le temps, voilà. Donc, on va le cuisiner là-dessus. Le temps et les autres, il y a certainement beaucoup à dire. Donc, 10 minutes à perdre, je parlais de ce titre donc dans la collection Souris Noire, parce que 17 prix quand même, hein, chez Syros, un très beau résultat. Mais également Dernière Station chez les nouveaux auteurs, Grand Prix VSD du Polar. Et ce que je trouve intéressant dans la présentation de Jean-Christophe sur son site internet, il nous dit donc qu'il a après une filière scientifique, il s'est dirigé vers l'économie, qu'il a enseigné pendant 20 ans. Il a fait des tas de choses, travaillé dans l'insertion, dirigé un collège, créé des sites internet à l'époque où c'était le début de l'aventure internet. Et de cet enseignement, tu as gardé le bonheur de voir les jeunes grandir. Et ça, j'ai retenu cette phrase. Je pense que ça va nous donner une manière d'entrer assez facilement dans cette table ronde qui va nous amener à la rencontre des autres. Didier Lévy, auteur jeunesse, plus de 100 ouvrages à son actif. Donc, il y en a 2 ici que vous pourrez retrouver à la librairie Fleury Frères, comme depuis ce matin. Un des grands auteurs de Sarbacane, pardon. On va citer Les Aventures d'Angelman, La Bête curieuse, L'Arbre lecteur, qu'on a tous tellement aimé lire à nos enfants, Lilou, Le gâteau de paix, des séries, donc avec Fred Benalia, Petit dernier, avec Catherine Meurice, Elsa, avec Fabien Laurent, Shen Shan. Vous avez aussi été journaliste un peu avant de publier à part entière chez Sarbacane, chez Nathan, Albin Michel et à l'École des loisirs. Il ne faut pas oublier les séries Il a fait Coquillette et Cajou. Et finalement, vous dites que vous abordez les grandes questions de la vie pour s'attacher à l'épanouissement des jeunes lecteurs. Donc là aussi... C'est pas moi qui le dis. Pardon. Moi, je ne dis pas des choses aussi solennelles que ça à propos de mon travail. Voilà, j'essaye juste de construire des histoires et de faire en sorte qu'elles tiennent debout. Et comme à chaque fois, je trouve que ça peut être fait mieux, je recommence. Voilà. Très bien. En tout cas, on s'approprie parfaitement les mots de l'éditeur. Je pense que c'est largement mérité, mais c'est normal d'avoir ce petit moment de modestie. À côté de Didier, donc Laurence Faron, éditrice, la maison d'édition Talent Haut, 13 ans cette année, des livres qui bousculent les idées reçues, comme tu l'écris dans ton catalogue chaque année. Donc, je vous invite vivement à le
consulter. Hein. Il est en multi-exemplaires sur la table de la librairie là-bas. Un catalogue qui va des déclarations des droits des mamans, des papas, toute une collection, les pas pareils, qui là aussi nous amènera à en reparler tout à l'heure. La collection Livres et égaux, une collection qui est assez emblématique, je trouve, de ce credo de bousculer les idées reçues. Et puis, probablement aussi dans la rencontre vers l'autre, venant d'autres cultures et d'autres pays, la collection Dual, donc avec des titres qui sont bilingues, avec l'anglais, l'espagnol et d'autres langues. Donc voilà, une maison d'édition qui, je pense, dans son ADN, montre ce mouvement vers l'autre. Et quelqu'un qui, elle, a tout à fait dédié sa vie aux autres dans la bibliothèque et les bibliothèques qu'elle a animées. Donc Martine Ettiécker, qui travaille dans plusieurs bibliothèques de Toulouse et qui a en particulier suivi toute la fondation de la bibliothèque du Grand M au cœur du quartier du Mirail à Toulouse. Une belle aventure et qui a amené donc Martine à se tourner vers tout un panel de lecteurs, des grands aux plus petits ou des petits vers les grands. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le travail en partenariat. Hein. Tu as toujours voulu t'insérer dans un quartier, et notamment ces quartiers de la Reinerie et de Bellefontaine, pas de manière plaquée ou de manière à sens unique, mais au contraire bien en collaboration. Et tu es aujourd'hui aussi au sein de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, à l'initiative du comité d'éthique. Donc une attention particulière à ces questions-là. Voilà, donc je crois que peut-être on commence un tour de table. Alors vous réagissez un peu les uns les autres quand vous le souhaitez. Sur cette question de la rencontre de l'autre, des autres, Jean-Christophe, on se disait, est-ce qu'il est singulier, est-ce qu'il est pluriel, est-ce que dès le départ il a été le même, si j'ose dire? Oula. Bonjour à tous. Ça commence dur là. Sur la notion de l'autre, moi, ça m'a amené un certain nombre de questions. Quand on dit l'autre, on a tout de suite tendance à penser c'est tout ce qui n'est pas soi. En fait, il suffit de se mettre devant une glace un jour de doute ou un lendemain de soirée difficile pour se demander qui c'est celui-là, qui est en face. Et alors je commence par une boutade, mais en fait, c'est ça. On se rend compte que les jeunes, sur cette confrontation aux autres, sont dans une découverte d'eux-mêmes, et qu'aujourd'hui, sur les jeunes, moi j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup, soit lors d'ateliers d'écriture ou autre chose, on s'aperçoit qu'il y a tous ces jeunes qui s'emparent de tout ce qui est possible aujourd'hui, qui résonnent à l'échelle du monde, qui bougent, j'ai fait des études là, voilà, et qui ont cette ouverture-là. Puis il y en a toute une série qui sont dans une sorte de repli. On a aujourd'hui ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Hein. On sait que les réseaux sociaux, derrière, il y a des modèles mathématiques qui font qu'on est confronté aux postes qui pensent comme nous et sur lesquels on a cliqué, et que ce repli sur soi n'entraîne pas cette découverte de l'autre, et donc du coup, le soi devient un vrai inconnu aussi. Et je crois que les livres et le rôle de notre rôle en tant que romancier aussi, c'est de pouvoir amener vers cet autre pour aussi se découvrir soi-même. Enfin, c'était ce lien, je suis peut-être très confus au début de la digestion, pardon, mais c'est aussi ramener l'autre aussi à soi, et ce rapport entre les deux. Et peut-être un exemple dans les romans qui sont là ou d'autres? Alors, c'est un rapport avec les romans qui sont là. Alors, je pourrais parler en 2 secondes de La Traversée. La Traversée, moi, l'idée en tant qu'auteur, c'était de faire une invitation aux lecteurs à venir embarquer dans un de ces bateaux qui traversent la Méditerranée. Les jeunes n'ont jamais été autant confrontés à l'information sur ce sujet-là. Et en fait, le filtre de l'écran, des statistiques, crée une sorte de déshumanisation qui font que ça leur paraît de plus en plus lointain, et donc il y a une indifférence, alors avec un emballement émotionnel quand il y a une affaire un peu particulière, et on se souvient de ce petit Syrien échoué sur la plage que tout le monde avait vu, avec un emballement émotionnel qui a duré 15 jours. Le fait de pouvoir s'identifier et d'embarquer à l'intérieur sur un de ces bateaux-là fait que beaucoup disent après avoir lu « Ah, je ne pensais pas que c'était ainsi ». Et pourtant, on n'en a jamais autant parlé. Donc, voilà, c'est en ça que je voulais revenir sur la notion de roman, et que la confrontation aux autres, elle pouvait se faire à travers le roman.
Didier? L'autre, oui, alors évidemment, puisque quand j'essaye d'écrire une histoire, c'est pour qu'elle soit lue, et c'est aussi pour qu'elle soit lue par un double public, parce que moi j'écris des histoires qui s'adressent à des enfants qui ne sont pas encore lecteurs, il n'y a pas beaucoup de mots, donc il faut qu'ils soient lus par un adulte, et il faut que cet adulte il passe un bon moment. Donc je pense aussi à lui, et je pense à l'enfant, et donc moi, je pense qu'aussi, j'écris des histoires pour que l'adulte et l'enfant aient envie d'en parler après. Donc, il y a cette idée de passerelle entre moi et les autres, et puis passerelle entre ces deux mondes, l'adulte qui présente et lit l'histoire, et dont j'espère qu'il en tire un vrai plaisir, un vrai moment de satisfaction, et l'enfant qui va la recevoir et qui aura envie, parce que tout n'est pas forcément dit, dans l'histoire, de vouloir en reparler avec l'adulte. Voilà, c'est comme ça, au fond, que je considère l'autre, moi, à travers la fiction et à travers le livre. Là aussi, des exemples. Est-ce que c'est peut-être différent quand on écrit pour des petits et quand on passe à des romans un peu plus étoffé en termes de texte? Est-ce que c'est pareil? C'est finalement une attitude je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre parce que j'écris pas des romans étoffés en matière de texte. J'écris que des textes très courts. Oui, mais entre un album comme ça et celui-là, il n'y a pas le même nombre de signes. Non, pardon, il est là. Pardon. C'est pas le même nombre de signes. L'arbre lecteur, encore autre chose. Enfin, je sais pas. On est quand même sur des textes plus ou moins. Je veux dire, je vais préciser ma question, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. Quand on s'adresse à des enfants très petits ou à d'autres âges, quand on écrit des textes, effectivement, qui sont des albums très dans une évocation dans l'implicite, ou quand au contraire on exprime les choses, est-ce que finalement c'est différent? C'était ça le sens de ce que je voulais demander. Je ne sais pas. Pardon de ne pas avoir de réponse toute faite. Souvent, c'est un peu aussi le texte qui décide. C'est-à-dire que moi, je me lance dans une écriture et puis au bout d'un moment, il y a des éléments qui commencent à apparaître et le texte devient ce qu'il est. Il s'adressera ensuite plus précisément à tel ou tel lecteur. Mais moi, je ne fais pas forcément ce distinguo. J'ai l'impression qu'on peut partager des textes avec des enfants qui ne sont pas forcément des textes écrits pour des enfants et inversement. On peut partager des textes pour enfants avec des adultes, là aussi. Je pense que ça tient beaucoup aussi à la façon dont ils sont partagés. Tout à fait. Alors, on va demander peut-être l'éditrice. Laurence, est-ce que tu partages ce point de vue? Ça dépend de la manière dont le texte est partagé. Oui, mais on ne sait jamais exactement comment il est partagé. Il n'y a pas de certitude. On ne sait jamais exactement comment le texte va être partagé, avec qui, par qui. Ce qu'on sait en général, c'est que notamment pour les albums pour les petits, ça passe très souvent par un adulte référent, qui soit un enseignant, une enseignante, un parent, un grand-parent. Et donc cet adulte qui a le jeune enfant à côté de lui, parfois sur ses genoux, etc., a d'autant plus de poids. Et donc le livre qu'il lui lit ou les images qu'il lui montre sont chargés de quelque chose de très fort et de très pérenne. Donc ça, on le sait. Enfin, statistiquement, on peut imaginer que les livres qui sont mis entre les mains des jeunes enfants ont un poids, comme je le disais, particulièrement lourd, qui marque les esprits et qui donc les marque de façon inconsciente parfois. D'où l'importance et la responsabilité que nous avons, nous, en tant qu'éditeurs et éditrices, dans les images qu'on véhicule, dans les histoires qu'on publie. Comme le disait Didier, effectivement, je crois que les auteurs et les autrices ne savent pas toujours exactement quelle partie de leur cerveau dicte le texte à leurs mains. C'est souvent quelque chose qu'on entend qui est de l'ordre de la magie.
Mais nous, éditeurs, éditrices, on n'est pas dans la magie. Donc c'est à nous de nous inquiéter de ce qui sort de cette main dictée par ce cerveau un peu reptilien parfois, et de se demander quelle vision du monde sort de cette plume. Est-ce qu'elle correspond à la vision du monde qu'on a envie de transmettre à nos enfants ? Est-ce qu'on a quelque chose à y redire ? Et je trouve que c'est tout l'intérêt du métier que je fais, c'est justement, en relation avec les auteurs et les illustrateurs, de dire, est-ce que c'est bien ça que tu veux dire ? Est-ce que dans ce que tu transmets là, il n'y a pas un stéréotype, une certaine vision du monde, quelque chose de caché même à toi-même, auquel il faut être attentif. Et encore une fois, je dis, c'est notre responsabilité, c'est pas forcément celle de l'auteur ou l'illustrateur ou l'illustratrice, c'est véritablement un travail d'équipe, mais on est un peu les garde-fous. Et comme je le disais, tout cet inconscient, notamment pour les jeunes enfants, est tellement prégnant et tellement fort que c'est véritablement une responsabilité citoyenne. Donc c'est comme ça que je vois mon rôle, en tout cas. Est-ce que parfois c'est justement difficile cet exercice-là, c'est-à-dire c'est très difficile parce que nous sommes tous et toutes empreints de stéréotypes de toutes sortes, donc on ne les voit pas par définition. Il faut y être attentif. Le diable est dans les détails, comme on dit. Et effectivement, c'est pas parce que vous avez une petite héroïne très très courageuse en couverture que le livre est exempt de sexisme, par exemple. C'est pas parce que vous avez un charmant petit Africain en couverture que le livre est exempt de racisme. Donc c'est véritablement dans la construction de l'histoire, dans le vocabulaire, dans les rôles secondaires, la représentation des parents par exemple. Effectivement, les éditeurs de bonne volonté maintenant prêtent attention à une espèce d'équilibre dans les représentations, mais que deviennent les personnages secondaires ? Pourquoi est-ce que tous les parents sont hétérosexuels, blancs, bourgeois, en bonne santé, relativement aisés, lisent des livres à leurs enfants, etc. Toute cette représentation du monde qui est dans les livres pour la jeunesse, que ce soit les albums ou les romans, elle est bien évidemment pas neutre. Il n'y a pas de livre neutre, ça n'existe pas. Et donc on doit y prêter attention quand on écrit, mais surtout quand on édite, puisque, encore une fois, je pense que c'est en grande partie la responsabilité des éditeurs et des éditrices de prêter cette attention. Vous êtes d'accord, Didier, Jean-Christophe, des réactions à cette phrase assez forte, pas de livre neutre ? Non, et puis d'ailleurs, heureusement, pas de livre neutre. Moi, je pense aussi que il faut se garder aussi pour nous, auteurs, de faire un travail un peu trop forcément poussé d'auto-analyse de la phrase qui vient et de ce qui sort. Je pense qu'il faut le faire dans un deuxième temps, c'est-à-dire que dans un temps d'écriture, a priori, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'auto-formatage. Je laisse les choses venir et puis après, je vois ce qui est là. Et je vois aussi ce qu'en disent les lecteurs. Et, au premier chef, évidemment, l'éditeur. Mais moi, j'aime bien quand même qu'un bouquin, alors évidemment, il n'y a pas de livre neutre, mais j'aime bien quand même qu'une histoire, elle dérape un peu. C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas forcément dans toutes les cases, dans toutes les bonnes cases. Et j'aime bien qu'il y ait de la place aussi pour quelque chose qui ripe. Et je pense qu'un des dangers en ce moment du livre pour enfants, c'est que ces promoteurs, que ce soit aussi bien les auteurs que les éditeurs, aient intégré comme ça une grille d'écriture et une grille de lecture de ce que doit être un ouvrage destiné à la jeunesse, qui en fasse quelque chose de finalement à la fois très bien pensant et finalement peut-être un peu fade. Donc c'est toute la difficulté, c'est comment penser aussi contre soi. C'est pour ça que je revendiquais pour votre compte la liberté d'expression et que je prenais à charge toute la responsabilité. Et je le prenais pas comme quelque chose
d'accusateur ou de l'ordre de la censure. Je pense juste qu'il faut que la vie puisse passer dans un livre et dans une histoire. Et ça doit se faire avec une grande liberté pour celui qui le pense, même si, évidemment, il y a tout un contexte autour qui fait que cette liberté n'est pas toujours possible. Jean-Christophe, une réaction sur cette question du livre neutre et du dialogue. Merci, du dialogue avec l'éditeur. Le livre neutre, il ne peut pas, à partir du moment où on l'écrit avec nos tripes, avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on ressent, qu'on a besoin de ressentir les émotions pour pouvoir en parler, qu'on a besoin d'être dans la tête des personnages, donc on y met forcément plein de soi, de son vécu, de ce qu'on rejette, de ce qu'on aime, de ce qu'on... Bon, moi j'ai la chance d'être chez des éditeurs et entre autres chez Ajo où j'ai cette liberté-là totale. Souvent, c'est une des questions qu'on a souvent dans les classes, c'est quel est le message que vous avez voulu faire passer ? Donc, sur la notion d'intention et sur la notion de... c'est pas quelque chose de conscient, déjà, quand on a envie d'aborder un thème, on a une idée. Moi, je l'écris comme étant, plutôt, comme je disais tout à l'heure, une invitation à vivre une expérience. Je la vis pleinement en l'écrivant et je veux que le lecteur la vive pleinement derrière, charge à lui à se construire et à se forger l'opinion. Alors le travail avec l'éditeur, oui, il est intéressant parce que j'ai une fois, par le passé, une très mauvaise expérience avec un éditeur qui a pris le texte et qui l'a mis tel quel, ce qui est extrêmement frustrant, j'ai trouvé en tant qu'auteur, parce qu'on écrit des choses sans, enfin moi dans mon cas, sans forcément avoir peut-être pris le recul et avoir mis toute la charge de sens qu'il peut y avoir dessus. Ça ne veut pas dire que derrière je vais appuyer sur ce bouton-là et filer la chose. Ça veut dire simplement que ça permet d'en être conscient et peut-être qu'au niveau de l'architecture, derrière, en le retouchant, de pouvoir le rendre un tout petit peu plus fort. Donc ce travail d'accompagnement, il est primordial. Martine, dans cette longue carrière de bibliothécaire, alors les autres, ils étaient divers selon les années, ils se sont transformés, vous l'avez vu sous vos yeux dans ce projet du Grand M. Qu'est-ce que tu... Déjà, j'ai tendance à dire que, pour revenir à notre métier, puisqu'il y a quand même beaucoup de jeunes ici qui sont en formation et qui seront demain des bibliothécaires, donc le métier de bibliothécaire, il a changé. Parce qu'au départ, une bibliothécaire, c'est quelqu'un qui s'occupe des collections, d'un public, d'un établissement. Et au départ, ce n'est pas nécessairement la rencontre avec les autres qui vient de suite à l'esprit d'un métier de bibliothécaire. Je pense qu'aujourd'hui, la rencontre avec les autres, elle est chevillée au cœur des bibliothécaires. Si vous n'aimez pas les autres et si vous n'aimez pas être en porte-à-faux ou en douleur le soir quand vous rentrez chez vous, il ne faut pas être bibliothécaire. Il ne suffit pas de lire. Savoir lire, ça c'est très bien, mais il faut faire autre chose. Il faut lire le soir chez soi. Quand on travaille en quartier sensible, pour ne pas dire difficile, on a des usagers d'abord qui n'ont jamais passé les portes d'une bibliothèque, les trois quarts. On a des parents qui n'ont jamais lu un livre à un bébé, parce que ce n'est pas comme ça qu'on leur a montré, mais personne ne leur a montré qu'on pouvait lire à des bébés. Et les ados, c'est le seul endroit chauffé où il y a Internet et où on peut arriver en bande. Donc la rencontre des autres et le livre et la littérature, on est déjà un petit peu loin, à part les bébés, bien sûr. Donc il y a tout un travail à faire sur soi et sur s'enlever les présupposés. Une bande d'ados, quand elle arrive, elle est bruyante. Alors leur dire chut, à mon avis, ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est que vous dites chut plus fort que eux ne parlent. Donc là, au niveau de l'exemple, voilà. Donc c'est se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette énergie et ce vouloir être ensemble entre ados et la bibliothécaire et les livres. Voilà, c'est tout un travail. Je pense sincèrement que quand on est bibliothécaire, on lance des pépites comme ça dans une rivière. Et il n'y aura que quelques pépites qui vont être reprises. J'imagine que ces jeunes ados, ces adolescents qu'on a eus à la bibliothèque, demain seront lecteurs, découvriront la littérature, peut-être à travers leurs enfants, quand ils seront parents,
parce qu'ils nous auront vus, nous, bibliothécaires, lire à des bébés, montrer l'exemple, mais je ne suis pas sûre que les ados qui sont venus à la médiathèque Grand M seront de grands lecteurs là, parce que je leur ai parlé de livres. Ça, je ne prétends pas. Par contre, ce que je prétends, c'est que j'ai eu des relations formidables. J'ai juste un petit exemple pour vous montrer la relation des autres et mes présupposés par rapport à l'autre. France Football était volé tous les 4 matins. Bon, alors effectivement, France Football, c'était pas très grave. C'était pas l'œuvre essentielle de la bibliothèque. Si ce n'est que France Football, ça mettait beaucoup de conflits parce que quand il s'était volé, personne ne pouvait d'autre le lire. Donc voilà. Donc, ayant repéré le petit voleur du jour, j'ai sprinté dans le quartier pour rattraper le voleur et France Football. Et donc, il m'a rendu France Football. Et le lendemain, j'étais au marché. Et le lendemain, ce gamin qui avait 12 ans est venu me voir pour me remercier. C'était la première fois qu'il volait. Et il a eu tellement honte que la bibliothécaire le course dans le quartier qu'il ne vole plus. Et depuis, je le rencontre à la ville, les vendeurs dans la rue Saint-Rome de chaussures. Et il me dit toujours, mais qu'est-ce qu'on a pu vous embêter? Mais il se rappelle toujours de la bibliothèque, ou au moins de la bibliothécaire, j'en sais rien. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si on doit travailler sur quelque chose, c'est accueillir. Il y a plein de textes du bibliothécaire, le code de déontologie, l'UNESCO qui clame que la bibliothèque doit être conviviale, tolérante, que c'est peut-être la seule expérience pour quelqu'un qui passe la porte d'une bibliothèque d'avoir une relation sociale avec l'autre, etc. Et je dis toujours, posons-nous la question, quelle attitude nous avons, nous, bibliothécaires, quand quelqu'un passe la porte. Parce que aujourd'hui, l'usager, le lecteur, on confond tout. Et aujourd'hui, on sait plus ce que c'est un lecteur, on sait ce que c'est un usager. Dans les années 70, on parlait de lecteurs, maintenant on parle des usagers. Je pense qu'on va repartir en parlant de lecteurs demain, puisque les lecteurs s'en vont des bibliothèques. Je suis quand même... Regardons les statistiques. Donc voilà, j'avais juste une autre petite chose à vous dire, c'était que je vous trouve, vous les auteurs et les éditeurs, très satisfaits. Excusez-moi, mais très satisfaits. Apparemment, vous bousculez toutes les lignes. Et moi, c'est pas ce que je lis dans la presse. Alors peut-être que je lis pas la bonne presse, ça se peut. Mais en novembre 2017, c'est-à-dire c'est très frais quand même, dans Le Monde diplomatique, il y a un article qui s'appelle « De la guimauve pour la jeunesse ». Et je vous invite quand même à lire l'article. Et sur France Culture, alors effectivement, c'est très élitiste ce que je suis en train de dire, Le Monde diplomatique, France Culture. Samedi, un journaliste se posait la question de la France. Est-ce qu'on n'imiterait pas le puritanisme américain à force de se censurer et d'auto-censurer les lectures, les images, etc. Alors, moi, je suis très contente que personne ne se brime, mais je ne lis pas trop, que tout le monde est très novateur dans la littérature. Et je dois dire que dans la littérature jeunesse, je trouve catastrophique ce manque d'originalité qu'il y a souvent dans les albums. Et souvent, les albums sont niais. Excusez-moi. Non, mais c'est une parole libre qui est très bien. Alors, les auteurs autour de la table. J'écris pas d'album, je suis content. Ouf. Je vais m'en sortir pas trop mal. Bon, alors après, parler de la littérature en global, c'est comme si on dit les jeunes ceci, les jeunes cela. De toute façon, il y a autant de diversité, il y a autant de choses. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Je veux bien répondre Est-ce en que tant c'est qu'éditrice sur cette attaque frontale quand même. Enfin, pas tout à fait frontale parce qu'on est passé par Le Monde diplomatique, donc ça, c'est tout de même indirect. Moi, je suis souvent dans les foires à l'étranger pour les sessions de droit. Donc là où on échange les droits de traduction des livres français en langue étrangère et inversement. Je crois que personne au monde n'ignore que la France fait partie des pays les plus créatifs, les plus diversifiés et les plus ouverts en matière de littérature de jeunesse. J'entends bien qu'il existe des livres guémauves, je suis la première à le dénoncer, à m'en plaindre et à essayer de l'éviter. Il n'en reste pas moins que dans le monde entier, la réputation de l'édition jeunesse française est celle-là. C'est une littérature de création forte, courageuse souvent. Bien évidemment, les grandes surfaces commerciales vendent de la guimauve.
oui. La guimauve rose et bleue, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une immense créativité. Je pense que la table de la librairie là-bas le prouve amplement également. Je regrette moi aussi que les chiffres de vente, hein, je parle des chiffres d'affaires, effectivement, soient parfois guimauve. C'est vrai. Mais en termes de production, en termes de qualité, de recherche, d'engagement et parfois de courage de la part des éditeurs de livres pour la jeunesse, je pense qu'il est incontestable qu'il y a une recherche en tout cas de créativité et de diversité. Alors moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de la diversité, de la créativité. Je dis que sur la masse de la littérature jeunesse, qui est quand même un chiffre d'affaires extrêmement important aujourd'hui, c'est un très gros marché commercial. Il se trouve qu'on régresse et il se trouve que, pour dire un des livres dont on parle dans cet article-là, Le Club des Saints, où le langage est complètement amoindri, devient conformiste, etc. C'est pas totalement nouveau quand même, Le Club des Saints. Non, c'est pas nouveau, mais... excusez-moi, mais aujourd'hui on est content là autour de la table. Peut-être qu'il fallait dire aussi que tout n'est pas satisfait dans le monde de la littérature jeunesse. Je ne parle pas de vous, je ne me permettrai pas de faire un commentaire sur votre travail, c'est pas du tout mon métier, donc voilà. Mais je dis que dans l'ensemble, on est en train de faire quelque chose un peu plus gentil. Voilà. On parlait ce matin de couverture. C'est un gros problème en bibliothèque de quartier sensible, et les couvertures. Moi, j'aimerais qu'elles soient encore plus impertinentes qu'elles ne le sont, puisque aujourd'hui, quand en bibliothèque à la MGM, quand on avait le malheur de mettre en fascine, comme on dit, deux faces, c'est plus joli, c'est français, un jeune garçon ou deux jeunes garçons en train de s'embrasser, ou une jeune fille, ou une poitrine un petit peu découverte, parce que c'est une représentation d'un tableau pour un livre, un classique, on va dire ça. Toutes les secondes, on avait ces couvertures retournées. Voilà, parce que ça gênait certains parents, certains enfants, etc. Donc, même sur la couverture et présenter des livres, je ne parle pas du contenu, là, je parle juste de l'image, il y avait des choses déjà à lutter dans l'immédiateté, quoi. Donc, il y a des choses comme ça, voilà. Mais je parle pas je ne dis pas que toute la littérature n'a pas... Et alors après, je ne supporte plus cette exception française. Bien sûr que la France a toujours été très bonne en littérature et très créatrice, mais arrêtons de nous montrer un exemple par rapport aux autres. Ça ne suffit pas de se dire que la France, on a toujours été dans la création. Soyons encore plus novateurs pour que d'autres pays nous suivent peut-être, mais de se glorifier de l'exception française, ça m'agace un petit peu. Excusez-moi. Je voulais réagir par rapport à cette notion d'éditeur qui irait dans la facilité. Alors moi, je m'inscris complètement en faux, et moi, mon vécu en termes de contenu, c'est pas un réfugié de guerre qui est là, c'est un réfugié économique. Je parle du tout répressif, j'ai des scènes d'amour et de sexe avec des personnes de même sexe. Ça n'a jamais freiné le choix des éditeurs ni l'accompagnement. Par contre, moi, il y a une autre chose qui m'inquiète un petit peu, parce que là, je prends l'autre casquette, puis je suis aussi organisateur. Enfin, moi, maintenant, je vais passer la main, mais j'ai été créateur et organisateur d'un salon, et on se trouve à proposer des romans dans le cadre de prix jeunesse. Et il y a aujourd'hui une autocensure latente qui, elle, moi, je la trouve très inquiétante parce qu'elle n'a pas de nom, elle ne s'exprime pas ouvertement. C'est pas des enseignants qui sont contre le contenu du texte, mais ils se disent, oui, si je fais lire ça, je vais avoir des réactions des parents. Et qui anticipent ça et qui, du coup, ne vont pas prescrire tel ou tel roman parce qu'il habite à la 3e page, parce qu'il y a un problème avec des migrants et qui savent que dans le lot de leurs parents, il va y avoir aussi des gens qui voteront, etc., ou des problèmes religieux. Et c'est plus là qu'il y a un tamis qui est en train un tamis totalement insidieux qui est en train de se mettre en place. Et celui-là, je le trouve inquiétant. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit à propos de l'édition en France. Et c'est évidemment devenu un marché, la lecture. Et il y a énormément de gens qui font donc des produits culturels, des produits de lecture,
Ce que je trouve pas mal, c'est que sur ce même petit segment, on peut trouver à la fois des choses qui sont de la pure guimauve et en même temps des tentatives extrêmement audacieuses de renouveler la relation du texte, de l'image, d'aller ramener dans le champ de la littérature jeunesse des choses qui n'y figuraient pas. Je crois que les deux sont nécessaires et je pense qu'il faut aussi de la guimauve parce que c'est ce qui permet aussi au goût des lecteurs de se faire. Et moi, je ne serais pas à vomir sur la guimauve parce que la guimauve peut amener à d'autres lectures. Donc je pense que cette diversité et je pense que cette coexistence entre des très mauvais livres et des livres excellents est une très très bonne chose. Et personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de guimauve au cinéma, je sais qu'il y a beaucoup de guimauve dans la musique, en littérature. Je pense vraiment qu'elle est nécessaire. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent appeler et amener notre goût à se diversifier, à s'enrichir. Donc je n'aurais pas forcément un discours aussi critique. Là aussi, je crois que ces livres-là, c'est des livres qui font aussi parler les lecteurs entre eux, que ce soit des ados, que ce soit des adultes. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse en parler. Laurence, est-ce que finalement, pour rebondir sur ce que vient de dire Didier, d'ailleurs tu as prononcé le mot tout à l'heure, est-ce que la question de la représentation du monde par l'éditeur, de ce qu'il défend, et dans le cas d'une maison d'édition comme la tienne, de l'engagement, elle ne vient pas juste maintenant en fait? C'est-à-dire que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus une façon d'aborder les questions, les thèmes qui sont traités par les écrivains qui nous proposent des sujets, des textes. On peut parler de tout et on peut en faire quelque chose de très neutre et de très aseptisé, comme on peut en faire quelque chose qui fasse véritablement réfléchir, rêver, s'évader, etc. C'est vrai en littérature pour la jeunesse, c'est vrai en littérature tout court. Ce que je veux dire, c'est que il y a une façon de parler, par exemple, du super-héros, de l'image de la princesse, etc. Moi, j'ai rien contre les princesses, même avec des belles robes roses. J'ai rien contre les super-héros. Ce que je pense, c'est que si leur représentation, y compris, qui forme donc l'imaginaire des enfants, c'est à ça que servent ces archétypes, s'ils sont toujours représentés de la même façon, là, on a un problème. C'est vraiment la diversité qui va donner la liberté au lecteur, à la lectrice de se projeter autrement. Et la représentation complètement stéréotypée, l'éducation finalement à la compétition, parce que le super-héros, bien sûr, c'est celui qui sauve le monde, mais c'est aussi celui qui est meilleur que les autres. De même que la belle princesse, elle a toutes les qualités de douceur qu'on peut imaginer, et pourquoi pas, sauf que c'est aussi celle qui est la plus belle et qui doit être la plus belle. Donc c'est tout ça, je trouve, qui est dans la littérature que j'appelle stéréotypée, qui est préjudiciable. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter les archétypes à la poubelle, simplement diversifier, présenter des héros et des héroïnes différents, des personnages secondaires variés qui reflètent la véritable, le monde tel qu'il est ou tel qu'il peut être. C'est ça qui est important. Et dans une recherche de clientèle et de marché, donc on a un petit peu évoqué, effectivement, l'uniformisation est le plus grand danger. Et effectivement, on s'auto-censure quand on est auteur, quand on est éditeur, quand on est lecteur, quand on est parent. Et c'est là que je reviens à la responsabilité de l'éditeur. Mais enfin, c'est quand même une responsabilité collective. Je ne vais pas non plus prendre tout sur mes petites épaules. Je pense qu'on a tous en charge de faire un petit pas de plus en avant pour que tout le monde puisse se retrouver dans les livres, que
les héros ne soient pas tous, comme je le disais, complètement stéréotypés, que les héroïnes aient un véritable rôle, que le monde représenté soit un monde rêvé, plein d'imagination, soit si on est dans un texte ou un album réaliste qui reflète une véritable société où les femmes ne sont pas à 80% au foyer, mais à 80% dans un rôle actif à l'extérieur. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire l'exact inverse de la proportion qui est dans les livres pour la jeunesse. Tout ça, je pense qu'il faut quelquefois se bousculer un petit peu soi-même et se dire, bon, bah là, il y en a marre, quoi. On va pas proposer autre chose à la lecture des jeunes parce que ça fait partie de leur formation. Et que si on ne fait pas ça, et quelquefois, si on ne met pas une jeune héroïne de couleur en couverture, quitte à en vendre un petit peu moins, on n'avance pas. Donc je pense qu'on a tous besoin d'un peu de courage, quelquefois. Oui, j'allais t'inviter à prendre un ou deux exemples dans ton catalogue. Oui, donc ça c'est une histoire qui se passe en Haïti, donc forcément la jeune fille n'est pas blanche comme moi, mais je pense que c'est une représentation variée dont on a besoin. Une représentation de la diversité dans tous les sens du terme, aussi bien dans les personnages principaux que dans la représentation globale du monde, mais là aussi, comme je le disais, la figure des super-héros et des princesses peut être complètement sclérosante. La figure de l'étranger qui est évoquée par Charlotte Herly dans Comme tout le monde, qui est un album sur l'anticonformisme en fait, et la liberté. C'est un texte magnifique et très nécessaire. On n'est pas obligé de passer par une histoire misérabiliste avec une petite fille qui va se sortir de la misère grâce à son courage et à l'aide d'une figure tutélaire. Il y a aussi une façon de traiter ce genre de sujet avec poésie, avec humour, et où la liberté est au coin de chaque phrase, en fait, où chacun doit pouvoir trouver la façon de gagner sa liberté. Et je pense qu'il y a toutes sortes de façons de traiter les sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des façons relativement conformistes, il en faut aussi, et puis de temps en temps, il faut se bousculer. Et c'est parfois au prix d'un moindre succès commercial, mais tant pis, tant mieux. Martine, est-ce que dans des histoires comme ça, où finalement le livre va vers le lecteur, est-ce qu'il y a quelques exemples peut-être qui te viennent à l'esprit d'interactions où le livre a transformé le lecteur, un petit peu comme cette course à France Football avait transformé ce garçon-là? Est-ce que finalement on peut se dire que la rencontre de l'autre, elle va finalement changer soi-même? J'ai pas d'exemple comme ça d'un livre qui aurait transformé un lecteur, mais j'ai une autre petite anecdote, parce que là, quand on parle qu'il faut de la guimauve et qu'il faut de l'excellence, etc., je parlais en tant que bibliothécaire de la médiathèque Grand M. Je ne parle pas de tout mon parcours, puisque j'étais à la bibliothèque Fabre, etc., dans des quartiers où le livre faisait partie de la famille. À la MGM, le livre ne faisait pas partie de la famille, du foyer. Le livre, il a fallu se bagarrer avec les parents pour qu'ils inscrivent leurs gamins. Parce qu'un livre, ça a un coût. Un livre comme ça vaut une vingtaine d'euros, une quinzaine d'euros. 12,50. Pour tout dire, 12,50. Il se trouve que si le gamin à qui on prête un livre tout neuf comme ça, le ramène abîmé, et il se trouve que les gamins n'ont pas l'habitude d'être soigneux parce que ils l'ont pas payé, c'est prêté gratuitement, etc. Il y a toute une éducation à faire. Le parent, il veut pas inscrire ses gamins parce que ces gamins, il peut emprunter 15 documents. 15 documents à 12 euros s'il les perd, imaginez la somme. C'est une famille qui se nourrit tout le mois. Voilà, donc on est aussi dans des choses comme ça, quoi. Donc que la bibliothèque offre de la guimauve et de l'excellence et que l'enfant va s'y retrouver, j'ai tendance à dire que oui, dans les bibliothèques du centre-ville, pas dans les quartiers sensibles. Il me semble que l'excellence doit être dans le personnel, dans les bâtiments et dans les collections, et dans les services. Ça, c'est mon avis. Et puis, je vais vous dire
Quand vous avez une maman qui vient parce que son gamin est au collège et qui doit lire le rouge et le noir, et que la maman vous dit, c'est un petit lecteur, donnez-moi le rouge, il prendra le noir après. Vous voyez qu'on est quand même assez loin de la librairie Ombre Blanche, puisque je vois Françoise là. Ça m'étonnerait qu'elle ait ce genre de... Voilà, si la maman va acheter le livre, elle sait que le rouge et le noir, c'est un texte en entier, parce qu'elle l'aura sûrement lu, elle, ou le papa, s'il va le chercher. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, j'ai tendance à dire que, justement, dans des quartiers où la différence avec l'autre, la stigmatisation de la religion, l'intégrisme latent, voilà, tout ce qui se passe, et je ne vais pas brosser un tableau noir des quartiers sensibles, parce qu'il y a de très très belles personnes. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la rencontre avec l'autre et avec le livre, ça peut aussi se passer, alors ça c'est un message presque pour les étudiants qui seront bibliothécaires demain. Permettez-moi de faire mon petit message personnel. J'ai souvent accueilli des tiges, donc des jeunes qui avaient un travail d'intérêt général. Alors c'est des jeunes... mineurs quand ils ont fait leurs bêtises et puis bon, qui doivent rendre à la société quelques heures. Quand ils arrivent dans la bibliothèque, ils sont terrifiés. Alors, travailler dans la bibliothèque, déjà. 2, ils voient qu'un fonctionnaire, ça travaille. Et 3, ils voient des collections, ils voient des BD, ils voient des mangas, ils voient des DVD, des CD, donc là, voilà. Donc, il y a aussi ce travail-là par rapport aux gens qui sont vraiment... presque des asociaux, de les ramener, et donc ce genre de tâches qu'on peut faire, nous bibliothécaires, et que les libraires ne peuvent pas faire, c'est un peu compliqué. On travailler avec l'autre, ne plus avoir la peur du voleur, etc., et de présenter des collections. Et là, par contre, il y a de superbes rencontres. Et même vous, avec un regard sur l'autre qui a une peine à faire. Voilà, voilà. On a parlé tout à l'heure, vous m'aviez, quand on s'était eu au téléphone, vous avez parlé de l'enrichissement réciproque. Je crois que grâce à mon métier, je suis complètement différente que quand j'ai commencé mon métier. Et je remercierai toute la vie d'avoir choisi ce métier-là, parce que je ne dis pas que je n'ai plus de préjugés, mais j'ai tendance à essayer de les vaincre par ma raison. Jean-Christophe, sur le terrain justement des collèges, des classes, du travail en groupe, est-ce qu'il y a ce genre de moment d'enrichissement comme ça qui peut venir éclairer parfois les doutes de l'auteur ? Alors, juste pour revenir par rapport à ce qu'il disait sur une exception française, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais on a la chance en France d'avoir des fonds, beaucoup de fonds qui permettent d'organiser, et beaucoup d'associations et beaucoup de structures qui organisent des rencontres et des opérations dans les établissements et avec les jeunes. C'est vrai que la rencontre avec le livre ne se fait pas tout à fait naturellement, et peut-être moins naturellement qu'auparavant. Et ce genre d'opération permet... voilà, et on a besoin d'entremetteurs entre les auteurs, le livre et les jeunes. Et je crois que, encore plus que par le passé, les salons, les prix, les ateliers d'écriture, tout ça, ça se justifie. Et le nombre de fois où on peut entendre, et ça c'est la meilleure des récompenses, c'est la première fois que je lisais un livre jusqu'au bout, ou avoir un retour de la part d'un documentaliste ou d'un prof de français par mail en disant depuis un tel, je le revois, etc. Voilà, il se passe des choses. J'ai oublié la question, pardon. Et la rencontre avec les classes. Alors, on parlait tout à l'heure si ça peut transformer quelque chose. Avec la traversée, j'étais dans le nord de la France une fois. Désolé pour cette petite anecdote, mais c'était une classe de lycée pro. Et il y a un jeune qui a voulu prendre la parole en début de rencontre en disant, voilà, je tenais à dire que voilà, je suis dans un village où il y a eu un centre de réfugiés qui a été monté et on était contre, on a été manifesté, on a même fait un sit-in sur la pelouse du maire. Et puis j'ai lu le livre parce que c'était obligatoire. Et depuis, je vais jouer avec eux au foot parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas différents. Alors, le livre ne va pas transformer le monde, hein, il n'a pas cette prétention-là, mais c'est aussi, quand je parlais tout à l'heure du livre, il est fait pour vivre une expérience, il est fait pour passer un bon moment, il est fait aussi une fenêtre ouverte sur le reste, et c'est
aussi l'occasion de se découvrir soi-même sur quelque chose. Donc il se fait à travers la lecture, il se fait aussi au travers, pour aller vers l'autre, des ateliers. Moi j'aime bien animer des ateliers et travailler sur toute la partie qu'il y a avant la prise du stylo, avant la prise de l'ordinateur, puisqu'en fait l'écriture c'est quoi? C'est juste un moyen de transmission de ce qu'il y a de la tête de l'auteur à la tête du lecteur, et donc arriver à leur montrer que tout ce qu'il y a dans un livre, on va aller le vivre intensément dans la tête, le vivre avec eux. Moi je travaille beaucoup, ils ont les yeux fermés, et je les guide dans un certain nombre de choses. Et c'est aussi aller observer, apprendre à observer l'autre, apprendre à comprendre ses réactions et travailler sur la notion d'empathie et aller se mettre aussi dans la tête de l'autre pour comprendre ses comportements-là. Et tout ce travail-là est un travail qui est très très riche et qui permet juste aussi d'aller vers l'autre. Donc il n'y a pas que le livre, il y a aussi ce travail dans les opérations annexes, quoi. Voilà. Oui, et ce que je disais sur le décryptage des stéréotypes, c'est tout à fait accessible à des enfants très très jeunes. Hein. Moi, j'organise depuis 10 ans un concours d'écriture à destination de classes de CP-CE1, donc de très jeunes enfants, qui écrivent des textes avec une consigne d'écriture qui est effectivement l'égalité filles-garçons. C'est un travail connexe au travail que je fais en tant qu'éditrice chez Talent Haut. On s'aperçoit que des enfants de 6-7 ans, certes encadrés par leurs enseignants et leurs enseignantes, sont tout à fait capables de prendre conscience des stéréotypes dont ils sont déjà emprunts à cet âge-là, d'y réfléchir, de les déconstruire, comme on dit, et à partir de là, de créer un véritable matériau créatif qui est souvent assez riche, enfin, pas toujours, mais souvent assez riche, et de produire un album qui ensuite est publié chez Talent Haut. C'est une expérience qui a 10 ans, qui est véritablement un échange avec les lecteurs, entre les lecteurs qui se transforment en auteurs, avec un éditeur, avec leurs enseignants. Il y a véritablement une interactivité qu'on peut tout à fait créer, je dirais pas simplement, parce qu'un concours comme le concours Ilérego en question, il est quand même un petit peu lourd à organiser, mais on n'a pas besoin de gros moyens et c'est absolument accessible à tous et à toutes et à tous les milieux sociaux. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a encore des tas de choses à imaginer, à faire. On ne peut pas, nous, dans nos métiers, quels qu'ils soient, être sans arrêt sur le terrain, mais il y a des façons, des relais que sont les bibliothécaires notamment, mais également les enseignants et les enseignantes, sur lesquels avec qui on peut travailler et inventer de nouvelles façons de s'interroger, et surtout pas baisser les bras, parce que tous ces stéréotypes contre lesquels je lutte quotidiennement, ils sont très forts, et c'est eux qui forment les adultes de demain, et qui, si on arrive à les battre en brèche, permettront qu'on ait moins de violence et plus de respect plus tard, parce que c'est vraiment un travail de fond, hein. C'est pas seulement un coup de tribune et de critique qu'on va changer la face du monde. Est-ce que sur cette question des rencontres en fait avec les lecteurs en classe ou en atelier ou dans une quelconque situation, vous avez des expériences comme ça qui témoignent de cet aller-retour, de cette interaction? Moi, je dois dire que je reçois beaucoup des enfants que je rencontre, parce que ça chahute évidemment toujours les 2-3 petites certitudes que j'ai sur ce que doit être une histoire ou un livre pour enfants, et j'en fais assez peu, mais à chaque fois je repars avec le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il faut le remettre en question, et c'est aussi agréable que déstabilisant. Donc moi j'ai besoin de ces rencontres-là. Alors pas trop, parce que c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, notamment de savoir si je suis le père ou le fils de Marc Lévy, ou ce genre de choses. Mais j'aime bien effectivement voir comment un texte que j'ai écrit arrive aux enfants et ce qui m'en renvoie. Ça me permet vraiment de comprendre des choses par rapport, encore une fois, aux certitudes, ou en tout cas aux habitudes de travail que je peux, hélas, développer. Donc, non, moi j'ai vraiment beaucoup besoin de cet échange, et j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. C'est extrêmement important de pouvoir rencontrer des enfants. Et
de pouvoir le faire dans le cadre de ces rencontres en école, c'est vraiment quelque chose qui est épatant, je trouve, pour moi, enfin, en tant qu'individu, tout simplement. Les créateurs en particulier. Aussi, mais surtout en tant qu'individu, parce que c'est aussi toute une part d'enfance qui m'est restituée et dont j'ai besoin, à la fois en tant qu'évidemment créateur d'histoire, mais aussi en tant qu'individu. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois l'heure qui tourne. Excusez-moi, je reprends encore la parole. Cécile m'a présentée comme une militante de l'ABF. Donc, je redis comme Thierry Magnier ce matin, les droits des lectures en bibliothèque, c'est juste pour 5 ans. Ça n'est pas définitif. Donc, jeunes gens qui allaient être demain bibliothécaires, soyez vigilants, parce qu'on était en train de dire que c'était l'importance de lire, par l'exemple de lire des livres dans les bibliothèques. Si demain, il faut payer 30 € chaque fois qu'on va lire un livre, je pense que la littérature jeunesse... quand il y a, oui, on pourra faire quand il n'y a pas de texte, voilà. Parce que ça vient quand même de la société civile des éditeurs de langue française. Ça ne vient pas de n'importe où, voilà. Et quant au comité d'éthique... bon, pourquoi un comité d'éthique chez les bibliothécaires ? Parce qu'une bibliothécaire, c'est un fonctionnaire qui a un devoir de réserve. Et qu'aujourd'hui, sachez bien, que beaucoup d'hommes politiques se mêlent des contenus des bibliothèques, des acquisitions, du contenu des abonnements, de savoir quel lecteur va passer la porte. Du côté de Nice, dernièrement, une mairie a mis en place un droit d'entrée de 30 € avec la carte à la main et contrôle pour les habitants d'à côté. Il se trouve que c'était juste une cité de quartier sensible. Voilà, donc aujourd'hui il y a des bibliothécaires, il y a des éditeurs, il y a une littérature qui pour moi a beaucoup trop de guimauve. Je continue. Et il y a des politiques qui se mêlent de ce qui se passe dans les bibliothèques parce que effectivement, c'est un lieu public et c'est là que se passe le pouvoir. Et est-ce que demain, on veut des citoyens qui réfléchissent ? Je n'en suis plus trop sûre. Donc voilà, le comité d'éthique, il est là parce que ce sont des retraités comme moi qui pouvons interpeller les maires, faire des actions et ne pas mettre en porte-à-faux les fonctionnaires qui sont censés ne rien dire puisqu'un fonctionnaire, un bibliothécaire, doit appliquer ce que son patron lui dit et le patron, c'est le maire, l'élu politique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on en a encore, hein, mais c'est juste pour... Oui, j'aurais voulu demander à Laurence Faron, parce que vous disiez tout à l'heure que vous sillonniez pas mal les salons de session de droit à l'étranger. Du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse sur la malheureuse citation tout à l'heure de la réédition du Club des 5. Il faudrait surtout se demander comment il se fait qu'aujourd'hui, avec le paquet de gens qui ont des manuscrits magnifiques, on réédite le Club des 5. Déjà la première chose. Et comment ça n'a rien à voir avec les droits étrangers, ça, si? Non, justement. Le Club des 5 est édulcoré. Non, est-ce que ça se passe où on en est par rapport à la vente des droits des auteurs français à l'étranger et par rapport aux achats des droits étrangers en France? Est-ce que ça se passe comme avec la littérature vieillesse? On parle de littérature jeunesse, littérature vieillesse. C'est-à-dire, en fait, il y a un écart phénoménal entre les acquisitions de droits des auteurs étrangers qui sont, on le sait, du coup, en termes de communication et de vente, beaucoup mieux traités que certains auteurs français. Est-ce qu'on a la même problématique? Est-ce que les auteurs français s'exportent bien? Voilà. Je n'ai pas de statistiques en tête comme ça pour vous répondre précisément, mais je crois que c'est quand même assez différent en littérature de jeunesse par rapport à la littérature générale, où la domination du monde anglo-saxon fait que la balance d'exportation est défavorable, alors que je pense qu'en littérature de jeunesse, elle est beaucoup plus équilibrée, voire favorable à la France. Justement parce que la domination anglo-saxonne est moins importante, encore qu'il faudrait certainement distinguer les exportations d'albums par rapport aux exportations de romans. Où là, ça ressemble assez fortement, en tout cas pour les romans pour ados. Pour ce
que j'en sais, les pays, la France, la Corée sont parmi les gros exportateurs, la Chine étant parmi les gros importateurs. Et pour en revenir à quelque chose que je connais un peu mieux, qui est le catalogue de Talent Haut, paradoxalement, alors que les thématiques que nous abordons dans notre catalogue sont souvent liées à l'égalité, à la liberté, etc., le best-seller des exportations des droits de Talent Haut, c'est les déclarations des droits des filles, déclarations des droits des garçons, qui, comme leur nom l'indique, sont quand même des livres relativement engagés et sont traduits en une dizaine de langues, dont la Chine et la Turquie. Donc, c'est pas toujours ce qu'on attend, en fait, qui se passe. Oui, ça va leur faire du bien. C'est d'ailleurs l'argument qu'ils ont utilisé pour justifier ce choix d'achat. Enfin, quand je me suis étonnée aussi que la Chine achète ces livres-là, quelqu'un qui connaît bien le pays m'a dit de toute façon, ils ont tellement affaire à réprimer les droits de l'homme que les droits de la femme. Je me demandais où est-ce qu'on pouvait passer son concours de bibliothécaire. C'est un concours de la fonction publique. Donc, il y en a tous les 2 ou 3 ans. Et voilà, écoutez, vous avez quelques bibliothécaires, puis on se verra tout à l'heure, on pourra en parler. Bon, ça ne fait pas vous parler, je vous pose. Voilà. En principe, on pourrait être bibliothécaire, hein, c'est bien le mot, le grade bibliothécaire, parce que la fonction publique, c'est des grades, mais vous pouvez travailler en bibliothèque sans être bibliothécaire, c'est d'autres titres. Il vous faut le bac et passer des concours aussi. Rebonjour. Moi, je voulais juste donner un petit chiffre ou deux. Livre Hebdo, qui est la revue officielle du livre, vient de dire qu'en 2017, se seront vendus 37 millions d'exemplaires de livres, tout secteur confondu. Hein. Voilà. Bon, comme on est plus de presque 70 millions, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Alors comme l'intitulé de votre table ronde, c'était à la rencontre des autres, moi j'ai absolument pas envie de revenir sur la question de guimauve, de violette ou de sucrerie, mais je trouve qu'on a encore tous du boulot à faire parce que ça veut dire qu'il y a quand même plus d'un Français sur 2 qui n'a pas lu un... Alors, il a pu emprunter, il a pu, hein, bien sûr, mais enfin, en tout cas, il n'a peut-être pas lu du tout un livre sur 2, ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'à titre d'éditeur et à titre personnel, je pense que dans nos entourages, on a tous des enfants, des jeunes, des adultes, des vieillards, pour qui la rencontre d'un livre peut être unique. Ça veut dire que si on achoppe, si on ne donne pas le bon livre, une personne peut se détourner d'un livre. Donc moi, je ne jugerai en aucun cas de la qualité intrinsèque des livres, mais je me dirais juste que notre travail à nous, c'est d'essayer de trouver un livre qui va rencontrer un public. Et puis pour juste finir sur ces sucreries, je voudrais bien savoir si on testait parmi on est 230 inscrits, qui par hasard de temps en temps ne regarde pas une série un peu débilos à la télé parce qu'ils rentrent crevés un soir. Bon, je trouve qu'on n'est pas tous bons à mettre à la poubelle parce qu'on fait ça un soir de temps en temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous rappeler qu'en bibliothèque de Toulouse, il y a que... Je pense qu'on n'arrive pas à 15%. Il y a quelques collègues là. On est à 15% de lecteurs inscrits. La bibliothèque est quasiment gratuite pour les non imposables, etc. Donc on n'est pas 1 sur 2, loin de là. On a des gros lecteurs. Je pense qu'en France, on a des très gros lecteurs, des moyens lecteurs, et on a des gens qui n'ont pas touché un livre depuis toute leur vie. 15%, on a de la marge. Ceux qui vont être bibliothécaires. Ça va être très rapide, Cécile, je te rassure. Je suis là. C'est une question pour Didier. Ça m'a touché la manière dont vous avez parlé tout à l'heure de l'expérience de l'écriture et de ne pas savoir pour qui vous écriviez au niveau de l'âge et que c'était au fur et à mesure que le texte se révélait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce qu'il y a un côté à la fois magique et mystérieux dans cette aventure entre le texte qui est presque autonome et vous qui l'accouchez. Écoutez, au départ, j'ai une vague idée d'une histoire, j'ai une vague idée de personnage, et puis petit à petit, il y a un mot qui en amène un autre, il y a une phrase, et puis il y en a une qui va donner la tonalité. Et c'est à partir de cette tonalité-là que je vais construire cette histoire, ce texte.
Et c'est en fonction de cette espèce d'intuition que je vais avoir de ce que doit être le texte que va se définir l'âge auquel, idéalement, il va s'adresser. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, c'est tout ce tâtonnement pour arriver à ce moment où il va y avoir une phrase ou un mot qui va apparaître et qui va être finalement la clé qui va me permettre d'entrer dans le texte. Là, j'ai rendu un texte la semaine dernière sur lequel j'en ai énormément bavé. J'en bave toujours beaucoup. Hein. Pour moi, c'est pas du tout facile. Et là, je suis à nouveau dans une période de recherche et je ne sais pas. Je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette activité, c'est de ne pas savoir. Donc, je peux tâtonner longtemps et je peux même ne jamais trouver. Voilà. Mais je sais que de temps en temps, voilà, il y a une phrase qui apparaît ou il y a deux phrases et c'est à partir de celle-là que finalement tout le reste va découler. Voilà. Jean-Christophe, c'est pareil? Une phrase au départ, ou un personnage, ou au contraire très différemment, un puzzle qui s'assemble? C'est une somme de petites choses qui vont maturer à leur rythme, qui vont s'agréger ou pas s'agréger. Ça peut maturer 6 mois, ça peut maturer... moi, j'ai des choses qui maturent depuis déjà 7-8 ans et qui ne sont pas encore mûres parce qu'effectivement, il n'y a pas eu ce petit déclic qui fait que, tiens, c'est ce genre ou c'est cette tranche d'âge ou... Voilà, ça fait partie des mystères du fonctionnement du cerveau. C'est qu'il travaille tout seul, donc de temps en temps, voilà, réactiver un petit peu les choses et les sujets, puis ça continue à... Ça arrivera, oui, je sais pas d'ailleurs comment ça marche. Ben, c'est ça qui est bien. Oui, je peux rebondir sur juste donc l'idée de cette baisse de qualité ou de mauvaise qualité de livre et de guimauve, on va employer ce terme. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut tout et que voilà. Ensuite, je me dis que c'est pas qu'il y a trop de guimauve, c'est qu'il y a trop de livres tout court, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une surproduction, il fallait quand même en parler. Enfin, il fallait bien que j'en parle, Thierry, hein, de cette surproduction qui nous tue. À mon avis, il y a trop de livres qui sortent. Et quand on parle de livres de mauvaise qualité, déjà, je suis toujours... je peux dire, il y a une hiérarchie, il y a de la très bonne littérature, de la moins bonne littérature, etc. Nous, à la Charte, au départ, on avait des critères de qualité, et il y avait des parrains, et on décidait oui ou non en fonction de si on aimait ou pas. Et j'ai déjà, pour moi, la subjectivité, il y a toujours un problème, et finalement, on accepte tout le monde à partir du moment où il est édité par un vrai éditeur, à la Charte. Par ailleurs, pour moi, dans tous ces livres qu'on appelle guimauves et qui sont mauvais, je mets des guillemets, il y a énormément de traductions. Il y a énormément de gens à qui on file des énormes avaloirs. Les éditeurs mettent de l'argent pour acheter des guimauves, des mauvais livres, enfin, qui sont ensuite jugés mauvais et qui sont sans doute mauvais, plutôt que de payer correctement des auteurs français à faire des bons livres. Donc parfois aussi, je pense qu'on pourrait faire moins de livres, acheter moins de livres à l'étranger, qui sont ensuite des mauvais livres, qui effectivement perdent dans une masse de production énorme, plein de bons livres, parce que je pense que oui, il y a plein de bons livres, il y a plein d'excellents auteurs et des éditeurs qui font du bon boulot. Donc à un moment donné, on pourrait aussi tous se poser les uns en face des autres et se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette masse de surproduction et de traduction, notamment anglo-saxonne, voilà, qui déboule sur le marché du livre en France. Il fallait que je le fasse. Moi, je voudrais juste répondre par rapport à cette idée de surproduction. Je n'ai pas l'impression qu'on dise, par exemple, qu'il y a trop de cinéma ou qu'il y a trop de musique. Moi, en tout cas, je n'entends pas comme ça. Je pense, par contre, qu'il y a trop de livres qui se ressemblent. Et que ce n'est pas une question de surproduction. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu moutonnier dans notre façon de faire. Et c'est à nous de ne pas faire le livre du voisin, c'est tout. Enfin, Bonjour, je suis chroniqueuse culturelle et pour vous répondre, oui, dans le cinéma, on dit qu'il y a trop de films qui sortent en salle en France par semaine.
À savoir qu'il y a en moyenne 17 films à l'heure actuelle qui sortent. Donc ça veut dire que certains sont condamnés à ne pas sortir sur des écrans français. Ou très mal. Oui, mais je pense qu'il y a d'autres canaux de diffusion. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres canaux de diffusion. Il n'y a pas que la sortie en salle. Justement, je parlais des sorties salles. Voilà. Après, ce qui est VOD et toute sortie, Voilà. ça Et veut donc, dire je pense que à l'heure actuelle, on est bloqué avec ce qu'on appelle le calendrier des voilà, sorties. je pense faudrait qu'une tout œuvre, réformer. elle a toujours la possibilité d'atteindre son public. Je le pense vraiment. Hein. Ben là, vous parlez du téléchargement illégal à l'heure actuelle. Pas forcément. Je parle pas. Si, si. Je parlais pas. Excusez-moi. Je parlais pas du cinéma. J'ai dit une œuvre. Pour moi, j'étais encore dans le livre, comme je parlais de la musique. Voilà. Je pense que ça peut traverser. Je pense que les œuvres qui ont une vraie identité arrivent à être reçues. Je pense que ce qui n'est pas reçu, ce sont les produits, justement. Ce dont on parlait. Peut-être. Mais moi, je préfère penser comme ça. J'ai envie d'avoir cette candeur et cet optimisme. Je sais, je connais cette loi du marché. Je la subis tous les jours, je vis avec. J'ai pas envie forcément d'y souscrire tout le temps. Je pense par candeur, mais je voudrais la garder, cette candeur. C'est une très jolie phrase de conclusion pour cette table ronde. Merci Didier, merci à tous les quatre. Et donc, on va laisser la place à nos collègues pour laïcité, liberté, littérature.